Bien, nous allons parler de la place de la réhabilitation psychosociale dans les troubles bipolaires. Et pour ce faire, j'appelle le docteur Nicolas Rento, qui est psychiatre et qui est accompagné par ce que l'on appelle aujourd'hui sa job coach, qui est Karen Feuillera. Madame, monsieur, je vous en prie, vous avez la parole. Si je vais prendre le micro comme ça. Alors, Karen n'est pas ma job coach personnelle, hein, même si elle peut m'accompagner dans mon projet professionnel. Merci beaucoup déjà de l'invitation. Merci à tous d'être là et de nous accorder du temps. Pas facile de passer, je disais à mon collègue, après l'homme d'expérience, Dr Nuss, qui m'a partagé un peu de son expérience parce que je l'ai eu en cours en première année de médecine à l'hôpital Saint-Antoine il y a quelques temps. Alors avec Karen, on va vous parler de réhabilitation psychosociale et évidemment, vu la thématique de la journée orientée sur l'emploi. Quand je regarde le titre qu'on a choisi, il ne me plaît pas vraiment, parce que la place de la réhabilitation dans le trouble bipolaire, ça voudrait dire qu'il y a une réhabilitation psychosociale spéciale trouble bipolaire, ce qui n'est pas le cas. Si j'arrive à avancer. Déjà, la réhab, on en entend parler de plus en plus, et tant mieux, hein. Et puis on se dit, pour se dire la réhab, pourquoi pas en fait. Il y a cette logique ou non logique que moi qui m'a traversé pendant tout mon internat et puis même quand j'étais senior après en tant que psychiatre, c'est que cette idée, on nous apprend, ok, la psychiatrie ça aide les gens à aller mieux, mais après pour les aider à faire quelque chose de ce mieux, ça serait pas nous. Ces espèces de choses où c'est pas vraiment le sanitaire, ça serait le médico-social, etc. Moi, ce qui me paraissait vraiment pas très logique, en fait. Et surtout encore moins logique par rapport à tout ce qu'on dit au quotidien, parce que ça serait très bizarre de dire, on a entendu parler dans les témoignages, dans ce qui a été dit avant, etc., de stigmatisation, d'auto-stigmatisation, de difficultés de retour à l'emploi, etc. Donc ça serait vraiment bizarre de se dire, là, écoutez, vous êtes stabilisé, c'est bon, vous pouvez y aller, de dire toute l'année qu'il y a de la stigmatisation, que le retour à l'emploi est difficile, mais de ne pas aider les gens pour le faire. Ce serait vraiment pas logique. Mais comme je vous disais, et c'était assez marquant, je trouve, sur l'étude de ce matin, je ne sais pas si une des premières diapos, vous avez il y avait un pourcentage de gens qui se disaient stabilisés et un autre qui se sentait rétabli. Et effectivement, c'est très différent. Stabilisé, on parle de rétablissement médical centré purement sur les symptômes et c'est généralement un avis de soignant ou de personnes extérieures à vous. Le rétablissement, c'est profondément personnel et c'est la définition de la personne. Et c'est pour ça que j'ai commencé en vous disant que la réhabilitation psychosociale dans le trouble bipolaire, pour moi, entre guillemets, ça veut un peu rien dire. Parce que si on disait qu'il y a une réhabilitation psychosociale différente pour chaque maladie, ça voudrait dire qu'on s'intéresserait uniquement qu'au rétablissement médical en fait. Évidemment qu'il y a des outils spécifiques à chaque maladie psychique, mais faire la réhabilitation psychosociale, c'est accompagner la personne dans sa globalité, dans son rétablissement personnel. Et là, comme on s'adresse à la personne, ça serait bizarre de faire différemment en fonction de la maladie en fait. Vu qu'on ne pose pas la question aux gens. Et on verra, nous, plus tard, Karen vous décrira exactement comment on travaille sur la réinsertion professionnelle. Mais évidemment, qu'en première intention, on ne demande pas aux gens pourquoi ils sont suivis. Hein. Ni dans le centre de réhabilitation, ni dans la plateforme de réinsertion pro que j'accompagne. Pourquoi la réhab, c'est cool aussi, et pourquoi c'est important, parce qu'il ne faut pas croire, hein, le problème c'est que par rapport à certains de nos collègues, on n'a pas d'imagerie à mettre ou un truc génétique, ou la réhab c'est concret, c'est tout de suite, c'est maintenant, et parfois on se demande même si ça doit faire partie de la psychiatrie. Certains se posent la question, évidemment que je pense que oui, hein, sinon je ne serais pas là. Pourquoi la réhab c'est important et pourquoi c'est primordial pour la psychiatrie d'aujourd'hui? C'est parce que la réhab c'est aider à l'échelle d'une vie en fait. C'est aider les gens dans leur projet de vie, tout de suite, maintenant. On fait une spécialité qui est fascinante, hein, pour laquelle il y a des avancées majeures qui arriveront dans les prochaines années, que ce soit sur l'imagerie, sur la génétique, sur le microbiote. Pour ceux qui se demandaient pourquoi il y avait un petit caca, c'est le microbiote au milieu. Mais la question, et puis en ce moment, c'est particulièrement d'actualité, on en parlait avec Jean-Christophe avant, là, ça fait quelques temps qu'on voit passer sur les réseaux sociaux, ça y est, le test sanguin pour le trouble bipolaire est arrivé à 900 €, etc., etc. Tout ça peut-être arrivera, mais la question que se posent les personnes concernées et leurs proches et leurs parents, c'est « ok, mais quand ?»
Et l'idée, si ça prend 15 ans, c'est cool, mais peut-être que ça aidera des gens dans 15 ans, mais qu'est-ce qu'on fait pour tout de suite? Et la réponse de la réhabilitation psychosociale, c'est ça, c'est quel que soit le niveau de symptômes, quelle que soit la maladie, quel que soit l'âge, il peut avoir des projets de vie qui peuvent être accompagnés maintenant, tout de suite, à l'échelle d'une vie. C'est important que du coup que la réhab se développe parce que effectivement, si la réhab met 15 ans à se développer, 15 ans dans une vie, c'est déjà énorme, donc on aura raté le créneau. Du coup, il faut aller vite parce qu'on est là pour aider les gens justement à l'échelle d'une vie. Merci à toutes les personnes qui ont parlé avant. Il y a quelque chose qui m'a interpellé dans les propos de tout le monde. On a beaucoup parlé de stabilisation, d'importance d'avoir conscience de la maladie, de l'importance de prendre un traitement. Alors évidemment, ça facilite les choses, mais c'est quand même pas toujours le cas. La réhab, comment nous en tout cas on essaye de l'envisager, c'est que évidemment que quand on a des outils, qui soient médicamenteux ou non médicamenteux, qu'on a envie de proposer aux personnes, on aimerait bien qu'elles adhèrent à ces propositions. Mais c'est loin d'être le cas tout le temps. Et puis dans notre métier, concrètement, il n'y a pas 10 000 façons de proposer du soin. Il y a la porte du soin, si la personne a une demande par rapport à ça, ou il y a la porte des projets. Et on va le voir que la porte des projets, notamment le travail, il y a une porte d'entrée pour plein de choses. Pourquoi? Parce qu'en fait, notamment quand la conscience des troubles ou la non-envie de prendre un traitement qui peut se trouver dans autre chose que la conscience des troubles est présente, on se rend compte que la porte des soins est plutôt fermée, mais que la porte des projets va mener à cette porte des soins. On n'a pas besoin d'avoir conscience d'un trouble pour demander de l'aide, ou à condition que cette aide soit amenée au service d'un projet qui est le vôtre ou d'un obstacle que vous avez rencontré au milieu d'un projet qui était le vôtre. Concrètement, si on le résume comme ça, je vous ai mis un petit schéma. Vous avez une échelle d'insight ou de conscience des troubles ou de déni, comme ça a été dit. C'est sûr que quand on n'a pas conscience de sa maladie ou qu'on n'a pas envie de s'intéresser à ça, qu'on est en bas de l'échelle rouge, la porte des soins elle est plutôt fermée. Personne ne vient dire bonjour, je voudrais un traitement ou un groupe d'éducation thérapeutique pour le trouble bipolaire si on pense qu'on n'a pas un trouble bipolaire. Jusque-là, c'est plutôt logique. L'autre échelle que je vous ai mise, c'est une échelle de rétablissement. On a parlé d'espoir, qui est vraiment le terreau du rétablissement, etc. Plus on a de projets, plus on a d'envie, qu'on est à droite, plus la porte des projets est ouverte. Et concrètement, au quotidien, on est toujours là-dedans. Alors, en haut à droite, quand toutes les portes sont ouvertes, c'est un peu la psychiatrie pour les nuls, c'est pas très compliqué. Voilà. Plus intéressant, en bas à droite, quand la porte des soins est complètement fermée. On se rend compte que là, à ce moment-là, il n'y a aucun intérêt à fermer la porte à un projet, quel qu'il soit, même si on pense que c'est pas le bon moment pour la personne. Si elle pense que c'est le bon moment, c'est déjà une porte d'entrée. Quelqu'un qui, par exemple, est en épisode, hypomaniaque, ne veut pas de traitement, mais vous demande à travailler, quel intérêt on aurait de lui dire non? On pourrait lui dire, ce discours, écoutez, là, pour l'instant, ça paraît un peu compliqué, ça risque de poser problème, etc. Sauf que déjà, faudrait induire que c'est le conseil que vous donnez à la personne, elle va le suivre, ce qui est un peu arrogant en termes de soignant. Et de deux, en fait, la réalité, c'est que si vous faites ça, la personne, elle va aller se débrouiller toute seule, mener son projet seule, et forcément, s'il y a des obstacles, ne pas avoir l'aide qu'on pourrait lui donner, en fait. Ne jamais fermer la porte d'un projet, c'est finalement être toujours au contact de la personne. Et si jamais, quand elle retravaille, ça se passe pas aussi bien que ça, parce que j'ai mal dormi, j'ai pas pu y aller le matin, à la machine à café, je suis assez d'accord et très représentatif du monde de l'emploi, je me suis un peu énervé, j'ai pas été aimable et tout, la personne, elle va vous demander de l'aide, pas en vous disant c'est mon épisode maniaque, c'est mon trouble bipolaire, il faut que elle va vous dire si ça continue comme ça, je vais pas garder mon boulot. Et c'est comme ça que vous amenez en fait le même outil, mais au service d'une autre porte d'entrée et qui a beaucoup plus de chances de marcher parce qu'elle fait sens pour la personne. Et au-delà de faire sens, elle se maintient dans le temps. C'est-à-dire qu'encore une fois, prendre un traitement, et ça a été bien dit, à vie, etc., ou se faire accompagner pour beaucoup de choses, si on n'est pas convaincu soi-même ou si ça ne fait pas sens pour nous, ça ne tient pas dans le temps en fait. On peut écouter le médecin, les conseils, l'entourage, etc. à un moment, mais à un moment, il y a toujours cette idée, mais et si on pourrait faire différemment? Et ça, c'est plutôt humain en fait.
Donc l'idée de jamais fermer la porte des projets, et notamment celle de l'emploi, qui est très demandée, c'est un terrain entre guillemets propice à la demande d'aide par les personnes, parce qu'on les a mis dans un environnement d'une qu'elles ont demandé, et de deux, pour lequel potentiellement elles vont vivre des obstacles. Quand est-ce qu'on demande de l'aide? C'est quand on vit des obstacles. Quand on vit rien, ou qu'on est en stand-by sur des étapes interminables, à un moment on ne demande pas d'aide en fait, et puis à un moment on tente sa chance différemment. Donc la question, c'est d'amener, en psychiatrie, on a plein d'outils, que ça soit médicamenteux, non médicamenteux, que ça soit de l'aide à la vie sociale, amoureuse, sur le logement, l'emploi. La question, c'est qu'on a encore, à mon sens, trop cette idée que dès qu'on a un outil, il faut forcément que la personne s'en empare et forcément le proposer. Moi, je pense pas. Je pense pas qu'il faille amener l'outil de principe. Je pense qu'il faut l'amener uniquement s'il y a une demande ou un obstacle. Et quand est-ce que les gens font des demandes? Quand on accompagne leur projet de vie. Ça peut être l'emploi. Quand est-ce que les gens font une demande d'aide? Quand ils rencontrent un obstacle. Mais pas forcément l'obstacle de la maladie. Moi, c'est ce que j'appelle, alors c'est pas du tout déposé, hein, je devrais peut-être, ce que j'appelle l'inside projet. C'est on demande de l'aide pour un projet et pas forcément par rapport à la conscience du trouble. Et notamment quand on s'occupe de jeunes personnes comme nous on peut faire dans le centre, la porte d'entrée de la conscience des troubles, en fait, elle est jamais là, donc on en trouve d'autres. Donc l'idée, c'est que c'est pas parce qu'un outil existe qu'il faut forcément le donner, même s'il est validé, c'est plutôt trouver dans le parcours de vie de la personne et dans qui elle est, la porte d'entrée qui fera sens à notre proposition. Du coup, si on se penche sur la question particulière de l'emploi sur la réhabilitation psychosociale, alors ce qui est sûr, c'est que dès qu'on propose, il y a quand même une réelle envie, pour beaucoup d'usagers, de reprendre un emploi, une formation. Attention, de ne pas tomber dans l'extrême inverse. Être établi, c'est pas forcément retravailler, hein. Le rétablissement, c'est la définition, elle est propre à chacun et à chacune. Donc il faut faire attention de ne pas retomber dans ces écueils-là. Mais il y a quand même beaucoup de demandes. Le constat aussi qu'on fait, c'est assez intéressant, et je pense que Karen rentrera dans le détail. Dans ce qu'on a entendu ce matin, on a beaucoup mis en avant les symptômes ou la maladie comme un frein au retour au maintien à l'emploi. Certes, mais moi ce que je trouve qu'on voit au quotidien, c'est quid des dispositifs qu'on propose aux gens, quid de l'accompagnement qu'on propose aux gens. Avant, c'est toujours un peu facile de s'en prendre à la maladie psychique. Ok, elle fait ce qu'elle a à faire en termes d'obstacles, mais pour les soignants, je trouve que c'est toujours une facilité intellectuelle de se dire bah oui, mais c'est la maladie, bah oui, vous n'étiez pas prêt. Quel a été l'accompagnement pour la recherche, pour l'aide au maintien de l'emploi, qui est particulièrement spécifique et précis à faire. Donc effectivement, les chemins tout tracés du retour à l'emploi, ils répondent de moins en moins aux aspirations des personnes, que ça soit le milieu protégé, la temporalité qui est mise derrière, les longues évaluations et étapes mises entre la personne et son projet, où on s'éloigne petit à petit de la temporalité de la personne. Or, on sait que c'est le point potentiellement normalement majeur. Et comme j'ai dit, c'est quand même encore une certaine frilosité des soignants avec cette idée qui normalement maintenant dans tous les modèles de retour à l'emploi efficient, il y a cette idée, mais on ne devrait plus poser la question de savoir si la personne est prête, en fait. On n'est pas là pour évaluer la capacité à la personne de réaliser un projet. On est là pour l'accompagner. En gros, si elle veut y aller, c'est qu'elle est prête, selon son point de vue. Ces idées qu'il faudrait des étapes interminables, intermédiaires, dans lesquelles on n'est jamais sûr quand même que cette étape va être juste une étape et pas une finalité. On parlait de la pension d'invalidité tout à l'heure. La pension d'invalidité, comme tout outil, ça peut être efficace, sauf si à un moment ça enferme la personne ou c'est un obstacle de plus par rapport à l'évolution qu'elle veut avoir de manière professionnelle. Et puis la réalité, c'est qu'on voit au quotidien avec l'ensemble des acteurs, il y a énormément de dispositifs de retour à l'emploi qui vont et viennent, que ça soit dans le sanitaire, le médico-social, beaucoup qui prônent parfois tout et leur inverse. Beaucoup qui oublient la formation des gens qui vont travailler au service de ces dispositifs sur le handicap psychique, pas mal de stigmatisation aussi, ce qui fait qu'à l'heure actuelle, même quand la maladie vous laisse tranquille, à mon sens, les dispositifs encore présents répondent pas complètement en qualité, en temporalité à ce que veulent les personnes.
Du coup, avant de passer la parole à Karen, les messages clairs sur quand on fait de la réhab au service de l'emploi, l'idée c'est d'accompagner tous les projets sans présumer de l'issue et dans la temporalité de la personne, et sans passer par des étapes interminables d'évaluer, d'après nous, la capacité de la personne à travailler avant de l'accompagner, surtout que généralement c'est évalué par des étapes qui n'ont rien à voir avec le boulot dont va faire la personne. C'est je veux travailler dans l'informatique, mais on me propose un stage dans les espaces verts, ce qui n'a rien à voir. Euh, donc ne pas multiplier les étapes et les conditions d'avant la mise en emploi, et c'est pour ça que, en tout cas, nous on s'attelle à quel que soit le niveau de symptômes ou quelle que soit la durée de sortie de l'hospitalisation, que la personne soit sortie depuis 3 minutes ou depuis 3 ans d'hospitalisation, on a exactement la même manière de fonctionner, et d'orienter de principe vers et d'orienter vers la demande de l'usager, et pas toujours de se poser la question si une étape en milieu protégé serait mieux. Pour vous donner une idée, nous, l'unité, j'essaie de comparer un peu les chiffres par rapport à ce qui a été donné dans la première présentation. On avait à peu près les mêmes chiffres en termes d'âge, etc. Nous, tout diagnostic, pour donner une idée, on ramène 60% des usagers qu'on accompagne à l'emploi en 4 mois. Avec des gens qui sont éloignés de l'emploi, puis pour la majorité entre 5 et 10 ans, et dont la moitié n'a pas le bac. Donc si on y arrive, c'est que ça doit être faisable, mais c'est quelle posture on met par rapport à ça. Du coup, au quotidien, vous doutez bien que c'est pas moi qui fais ça. Et donc la réhab a créé des nouveaux métiers, que ça soit, on a parlé des médiateurs de santé pair, il y a les job coach. Donc je vais passer la parole à Karen qui, elle, accompagne au quotidien les usagers dans leur retour à l'emploi. Merci. Alors, n'hésitez pas à me dire si je suis pas assez proche du micro à chaque fois, parce que c'est pas l'exercice plus facile pour moi. Du coup, j'ai moins l'habitude que le docteur Anto, je suis désolée. Donc en effet, je suis job coach. Alors désolée pour les anglicismes que vous allez voir peut-être par la suite, parce qu'en effet, c'est des méthodes anglo-saxonnes. Donc c'est vraiment l'accompagnement vers et dans l'emploi. Et en tout cas, la façon dont on l'exerce, nous, sur la plateforme de réhabilitation professionnelle ou au centre Jean-Mainvielle, c'est vraiment l'accompagnement à la reprise d'activité professionnelle au sens large, formation, emploi, apprentissage, création d'activités, etc. Donc pour vous illustrer un petit peu tout ça, on a voulu vous montrer un peu l'exemple de Maxine, qu'on a pu accompagner. Donc Maxine, elle a 39 ans. Elle a débuté ses premières expériences professionnelles dans la vente. Et puis après un licenciement économique, elle s'est dit tiens, je vais revenir un peu à mes premiers amours, qui sont le graphisme. Donc elle s'est formée là-dedans. Et puis elle a commencé un peu ses expériences, et après des expériences un peu compliquées. Elle a décidé du coup de créer sa propre activité pour justement ne pas avoir à se poser toutes ces questions de est-ce que j'en parle, est-ce que je suis obligée d'en parler, comment est-ce que je me protège de ce monde du travail. Et ma solution, c'est je crée ma propre activité, comme ça au moins je suis sûre d'être protégée dans l'exercice de mon travail. Évidemment, on est sur la journée des troubles bipolaires, donc Maxine a un trouble bipolaire. Et puis, lorsqu'elle nous est adressée, elle est accompagnée par France Travail, donc Pôle emploi précédemment. Mais elle nous dit aujourd'hui, voilà, c'est pas un accompagnement, je m'entends très bien avec ma conseillère France Travail, c'est pas le problème, mais du coup c'est pas suffisant, on se comprend pas très bien, donc moi j'ai besoin un peu d'autre chose. Le docteur Anto vous l'a dit tout à l'heure, ce qui fait que Maxine a été du coup adressée à nous, en tout cas à pousser notre porte, parce que ça a été une démarche volontaire de sa part, appuyée ou non par le médecin, en tout cas elle est arrivée jusqu'à nous. De dire moi je veux pas être dans ce circuit un peu habituel qu'on nous propose de je suis prête, je suis pas prête, on m'évalue pas. Non, j'ai envie d'y aller, j'y vais. Et du coup, c'est cette méthode de Place and Train. On va accompagner la personne, quel que soit son projet, quelle que soit son envie, et quel que soit surtout son moment de vie dans la maladie. À partir du moment où elle nous dit j'y vais. Donc on y va. Et du coup, Maxine nous dit qu'assez rapidement, elle voudrait se mettre en action. Donc on lui explique un peu ce qu'est notre méthode. L'IPS, l'individuel placement and support, c'est permettre à la personne d'accéder rapidement à l'emploi si elle le souhaite. C'est pas une injonction. Si elle nous dit, moi je me fixe 1 an, très bien. Si vous voulez qu'on se voit qu'une fois par semaine ou une fois tous les mois, il n'y a pas de souci, c'est vous qui fixez votre temporalité et on vous suivra. En revanche, si vous me dites, dans 1 mois, j'ai pour objectif d'avoir trouvé un job, du coup, oui, on va peut-être vous proposer à ce qu'on se voit 2 fois par semaine et que l'accompagnement soit un peu plus intensif. Mais encore une fois, il n'y a aucune obligation là-dedans. Et puis surtout, ce qui va être important, mais ça a été bien redit depuis le début de la matinée, c'est qu'on puisse faire ce lien entre la personne, son milieu de travail, et puis
toutes les méthodes d'accompagnement qu'on va développer ensemble. Il y a vraiment cette relation tripartite qui fait qu'à un moment ou à un autre, il va y avoir besoin, si la personne estime qu'il y en a besoin, et qui va faire que le maintien en emploi fonctionne. Je crois que c'est le docteur Nuss qui disait l'accès à l'emploi n'est pas forcément le plus difficile. Après, c'est le maintenir. Et c'est là où on essaie d'accompagner les personnes et d'être active à leur côté. Donc on met en place des rencontres régulières et puis des plans d'action. Et puis on peut faire cette action aussi auprès de l'entreprise. Évidemment, si la personne le souhaite, on ne va jamais faire sans la personne, mais de rencontrer les équipes. On parlait tout à l'heure dans les études de côté, j'aimerais que peut-être mes collègues ou patrons comprennent mieux la maladie, qu'il y ait moins de stigmatisation. Notre rôle, il est là aussi, d'expliquer pas forcément le diagnostic et la maladie, mais le fonctionnement de la personne, les besoins de la personne. Expliquer peut-être que oui, si elle ne va pas à la machine à café comme tous les collègues, c'est pas parce qu'elle ne veut pas se mélanger aux collègues et qu'elle est un peu un but de sa personne. Non, c'est qu'en effet, c'est un vrai temps de pause et que cette interaction sociale elle va peut-être être compliquée à l'instant T. Donc c'est essayer de faire ce travail-là avec eux le plus possible. Du coup, c'est un peu ce que nous détaille Maxine. Elle nous dit, voilà, moi je voudrais retrouver un projet de poste graphiste en tant que salarié parce que j'ai tenté ma propre activité pour me protéger, mais ça ne fonctionne pas parce que ça me demande beaucoup aussi, c'est coûteux en termes d'autonomie, et puis j'ai besoin quand même de ce lien social en entreprise, donc je veux repartir en tant que salarié, mais dans mon métier, c'est peut-être un peu tôt. Peut-être que je vais m'exercer sur un autre métier un peu plus alimentaire, mais là, je vais avoir besoin d'aide un peu pour travailler tout ça. Et puis de l'aider aussi à travailler de ses entretiens parce que Maxine parle beaucoup de sa maladie à son job coach et ne se voit essentiellement qu'à travers la maladie. Et elle en est consciente et ça lui pose question, ça lui pose problème aussi. Donc elle aimerait travailler un peu ça différemment parce qu'elle n'a pas envie de se présenter comme ça devant son patron. Et donc notre rôle, il va être là-dedans, on en a parlé aussi beaucoup, l'identité sociale ou l'identité de malade. Nous, on va travailler avant tout avec Maxine sur son identité personnelle, sur ses ressources personnelles, sur ses compétences et son savoir-faire technique, puisque les compétences et le savoir-faire, il est là. Il a pu être impacté par la maladie, ça aussi on a pu le voir sur la matinée, mais quoi qu'il en soit, il est là. Donc c'est reprendre conscience, et c'est avec des exercices qui peuvent paraître bêtes, mais quand on va retravailler le CV, on va dire à Maxine, vous connaissez bien, nous on ne vous connaît pas encore assez, retracez-nous vraiment une journée type, ou alors toutes les choses que vous avez su faire ou que vous savez faire un peu au quotidien. Et cet exercice, ça a permis de montrer à Maxine que, ah oui, mais moi je suis tout ça aussi, moi je sais faire tout ça, je sais avancer avec tout ça, mais je l'avais oublié. Et donc on repart un peu sur la restauration de l'identité propre à travers tout ça. Et puis après, on ne vend pas du rêve dans l'accompagnement. Maxine, elle se sent prête, on y va. Le travail qu'on lui propose, c'est des plans d'action très concrets et très simples et très pratico-pratiques. On va travailler le CV, la lettre de motivation. Et il y a essentiellement, sur, je vais dire, peut-être 90% des personnes que l'on accompagne en début d'accompagnement, c'est cette question de comment je parle de ma maladie, comment je parle de mes troubles dans le CV, de mes troubles, pardon, dans le CV. Est-ce que je dis ou pas que j'ai une RQTH? Et donc ça, il n'y a pas de réponse toute prête et on n'est certainement pas là, nous, pour leur dire tu vas dire ça et tu vas dire ça. Par contre, on va les aider à se questionner, à cheminer. En quoi est-ce que ça va être important pour toi? Qu'est-ce qui fait que tu as besoin ou pas de le dire? Est-ce que tu as des besoins spécifiques en entreprise qui font que du coup, il va falloir expliquer ces besoins-là? Et c'est tout ce travail-là qu'on a essayé de faire petit à petit avec Maxine. Donc entre-temps, alors sa situation a évolué depuis aujourd'hui, mais elle a pu retrouver en effet un emploi en tant qu'agent d'entretien. Sur un temps adapté puisqu'elle était sur du 30 heures aussi, donc il correspondait du coup à son temps de travail possible. Et puis surtout, ce qui est ressorti pour Maxine, c'est qu'elle a pu parler de son trouble bipolaire et de sentir ce poids enlevé parce que pas besoin de dissimuler certaines choses, de mentir ou de trouver une autre excuse à un comportement à un instant T ou qui viendra un petit peu plus tard, et c'est ce qui a favorisé un petit peu tout ça. Et ça a été un premier entretien en fait avec la responsable de recrutement, la chef d'équipe de Maxine, la job coach et Maxine, pour pouvoir expliquer un petit peu tout ça, avec ce travail en amont bien sûr fait entre la job coach et Maxine de ok Maxine, on y va, maintenant qu'est-ce que tu souhaites dire, qu'est-ce qu'on ne dit pas, parce que moi je vais être juste là pour traduire éventuellement tes propos sur des faits de comment ça peut se passer en entreprise ou comment tes collègues pourront interagir avec toi ou éventuellement alerter la hiérarchie s'ils sentent qu'à un moment il y a des choses qui vont pas bien avec toi, mais c'est Maxine qui a évidemment établi tout ça et guidé tout ça tout au long de son entretien. Donc ça, c'est un peu les constatations que Maxine a voulu nous faire. Déjà, la première révélation, c'est de reprendre confiance en ses propres capacités professionnelles. Même si
aujourd'hui, elle travaille sur un poste d'agent d'entretien alors qu'à la base, sa formation est graphiste. Peu importe, elle a des compétences qui ont pu être remobilisées et qui ont pu lui prouver que oui, j'y arrive. Et que du coup, maintenant, je vais prendre un peu plus au sérieux mon travail sur mon projet de retour à l'emploi en tant que graphiste, parce que je vois bien que je suis capable de tenir un poste, je suis capable d'interagir avec mes collègues. Ma maladie, elle est là, je vis avec, mais on arrive à composer toutes les trois, du coup, Maxine, la maladie, et l'employeur ou l'environnement de travail. Donc le job coach, dans tout ça, encore une fois, on n'a pas de baguette magique. On va vraiment faire avec la personne, on est sur de l'accompagnement sur mesure. C'est une question de relation de confiance aussi qui se met en place entre la personne et le job coach, mais on est là pour faire en sorte que le rétablissement personnel évolue aussi à travers le projet d'insertion ou le projet d'emploi. Et donc du coup, c'est vraiment toujours travailler autour de l'empowerment de la personne. Nous, on n'est pas là pour faire pour elle, pour prendre les décisions pour elle. On est là pour l'aider à cheminer sur prendre les bonnes décisions pour moi à l'instant T. Peut-être qu'aujourd'hui, ça sera celle-là et que dans 6 mois ou 1 an, ça sera une autre. Mais en tout cas, on essaie de faire mobiliser tout ça, d'aider à identifier aussi les freins, parce que parfois, c'est pas toujours le cas. Quand on est dans une approche de on vous accompagne, quel que soit votre niveau de symptômes ou de stabilité, on sent bien en tant que professionnel que en termes d'intégration dans l'entreprise, d'adaptation, etc., ça risque d'être compliqué. Mais ok, nous on est là. Et on préfère à la limite qu'elle y aille et qu'on soit à ses côtés, plutôt qu'elle y aille de toute façon, puisque c'est sa décision, mais qu'en cas de difficulté, elle se retrouve à nouveau seule. Là au moins on est là pour avancer avec elle et pour sécuriser s'il y a besoin. Mais on aide surtout à identifier aussi les ressources, de dire que les ressources, elles sont là. Rappelez-vous qu'elles sont là et qu'en cas de difficulté, vous allez pouvoir faire appel à ça ou ça. C'est pas que l'entourage, c'est pas que les professionnels, c'est qu'aussi vous pouvez avoir vos propres ressources personnelles. Voilà un petit peu en gros sur cette question de l'accompagnement. J'insiste vraiment sur le côté baguette magique, parce que parfois on peut nous dire « oui, mais vous leur vendez du rêve ». Et puis si ça ne fonctionne pas, après nous en tant que soignants ou en tant que structure médico-sociale, etc., on les récupère à la petite cuillère. Non, on ne leur vend pas de rêve. Nous, notre travail, c'est de travailler avec eux sur le principe de réalité. Demain, une personne qui nous dit « je veux être cosmonaute », on ne va pas lui dire non, parce que le docteur Rinto vous l'a dit, on va ouvrir la porte. Par contre, on va lui dire « ok, on y va dès demain ». Qu'est-ce qu'il faut pour être cosmonaute? Il faut des études, il faut une expérience, il faut déjà un diplôme spécifique. Ah oui, il faut tel diplôme. Ouais, moi, j'ai pas le bac. Bah ok. Bah, du coup, qu'est-ce qu'il te faut pour avoir le bac? Et souvent, quand un projet peut paraître un peu éloigné par rapport aux capacités, parce que des fois, le projet peut paraître irréaliste, mais pas par rapport à la maladie, c'est une question aussi de compétences, de niveau scolaire ou autre. Le fait d'accompagner la personne sur ces différentes étapes, ces différentes démarches, lui feront prendre conscience aussi que, ok, alors peut-être que là, ça va être très exigeant, et là, en ce moment, j'ai pas la force pour ça, ou alors, en effet, mon niveau scolaire le permet pas. Par contre, je peux pas être astronaute, par contre, peut-être que je peux travailler un peu dans ce milieu-là. Il y a d'autres métiers qui sont peut-être dans ce domaine, qui vont me permettre d'être un peu en lien quand même avec ce qui me passionne, avec l'astronomie, etc., mais pas aller sur la Lune demain. Donc voilà, donc non, on n'accompagne pas sur du REM, on essaie de les aider à concrétiser et à être un peu dans le vrai. Voilà, tout pour moi. Merci beaucoup à tous les deux, vous restez près de moi. Est-ce qu'il y avait des... Est-ce que vous voulez intervenir? Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Oui, bien sûr, j'arrive. Bonjour, je suis le père d'un homme qui a 40 ans qui a développé le trouble, enfin on l'a constaté en 2009. Et puis, moi j'observe quelque chose, il est sorti de l'hôpital vers le mi-février, mais à chaque fois qu'il sort de l'hôpital, il a un job, il est dans une entreprise, à chaque fois il a une dose de médicaments qui est très très forte. Et ce qui fait que... Avant d'être hospitalisé, ses collègues avaient remarqué qu'il était différent, qu'il avait des fois des incohérences. Et quand il revient, eh bien, il voit quelqu'un qui est un peu un zombie, qui a du mal à formuler des choses. Et même dans ses relations sociales, déjà, il a très peu d'amis, parce que ses amis, petit à petit, se sont écartés. Et puis, quand il rencontre des personnes, souvent par des applis de rencontres, il me dit mais voilà, on ne comprend pas, j'ai du mal à construire mes phrases. Ce qui fait que, qu'est-ce qu'il fait à chaque fois? Il arrête les médicaments. Et
comment ça se fait? Et ça, je ne comprends pas et j'arrive pas à avoir la réponse. Plus j'avance dans le domaine de la psychiatrie, moi je comprends. C'est-à-dire, comment ça se fait qu'on leur donne autant de médicaments, sachant que de toute façon, on va dans le mur, parce qu'ils ne vont pas pouvoir avoir de vie. Cette fameuse porte, ces projets, on leur interdit par ça. Et à chaque fois, ils me parlent de liberté. Je ne suis pas libre. Et nous, on est complètement impuissants, puisque nous, la seule formule qu'on a à leur dire, c'est il faut prendre tes médicaments. Et donc, j'aimerais avoir votre avis sur ça. Merci beaucoup. Ça illustre très bien, vous illustrez très bien ce par quoi j'ai commencé. En fait, on se rend compte que travailler en réhabilitation psychosociale, c'est travailler au service de l'attente des gens et pas de l'attente des soignants. Quand on est un soignant, un psychiatre en l'occurrence pour prescrire les médicaments, évidemment notre but est de diminuer les symptômes. Voilà. Donc on met des traitements à dose plus ou moins élevée, ça dépend de la personne, etc. La question, et vous avez très bien dit, c'est qu'encore une fois, c'est pas parce qu'on dit aux gens de prendre un traitement toute leur vie et que c'est cette dose-là qu'il faut prendre, qu'ils vont la prendre en fait. Personne ne se soigne juste pour pas rechuter. Les gens se soignent pour vivre en fait et revivre des choses. Donc effectivement, si le traitement les empêche de vivre, c'est logique, ils l'arrêtent. Et c'est là d'où l'idée, c'est que malheureusement, si on se pose pas la question de voilà, moi mon point de vue c'est que je mets ce traitement pour stabiliser tel symptôme, mais vous qu'est-ce que vous attendez de ce traitement là en fait, et c'est jamais le traitement qui a été se balader et aller passer un entretien d'embauche, hein, c'est la personne. Donc le traitement il est censé créer un environnement propice à ce que la personne puisse exprimer ses compétences en enlevant des symptômes. Par contre, si on rajoute trop d'effets secondaires, en termes d'expression des compétences, c'est sûr qu'on est un peu compliqué. Et du coup, moi je comprends très bien, hein. Moi on m'appliquerait ça, je tenterais ma chance sans traitement, hein. Donc c'est pour ça qu'à l'heure actuelle, je vous rejoins. Je pense pas qu'on puisse faire le métier de soignant en psychiatrie au sens large en réfléchissant pas à la personne comme dans sa globalité. Ça, je suis complètement d'accord avec vous. Malgré qu'on ait une centaine de centres de réhabilitation psychosociale en France et que les choses évoluent, c'est pas encore le paradigme majoritaire, hein, dans notre spécialité. Pour donner une idée, moi, la dernière thèse que j'ai encadrée, c'était un interne qui a interrogé sur cette idée de rétablissement médical et personnel des psychiatres libéraux en clinique, à l'hôpital, etc. Et qui, la grande majorité, c'était du qualitatif, des entretiens. Ils disaient, mais ok, mais moi, mon travail n'est pas le rétablissement personnel. S'il veut retravailler, grand bien lui fasse, mais moi, mon travail, c'est pas ça. Donc, je pense que c'est là-dessus qu'il faut qu'on doit évoluer. Je pense toujours que ce qui fera changer les pratiques, alors on essaye nous un peu de changer nos pratiques quand même, mais c'est les demandes des gens et de leurs proches. Donc, je pense que ça viendra surtout de là. Mais effectivement, il ne faut pas que nous, on hésite aussi à accélérer le processus. Et sur le côté du coup moins médical, l'approche qu'on pourrait essayer, en tout cas nous dans l'accompagnement, dans la façon dont on mène, hein, avec votre FIT, c'est de travailler, de creuser avec lui ces avantages et inconvénients du traitement versus la perception que les autres peuvent avoir. Et du coup, comment est-ce que je vais essayer ou pas, encore une fois, on n'est pas là pour forcer quoi que ce soit, mais de parler de ce fonctionnement, de cette différence, de qu'est-ce qui fait que, tu vois, quand je rentre de mon arrêt maladie, tu vois bien que mon fonctionnement habituel, il est plus là. Comment est-ce que je vais essayer, en tout cas, de verbaliser ça avec mon environnement de travail, avec l'environnement médical. Encore une fois, on n'a pas de vérité, on n'a pas de réponse toute faite. Mais c'est un cheminement qu'on peut essayer d'accompagner pour que la personne puisse arriver à trouver ses propres réponses. Oui, et juste, soit outiller la personne aussi pour qu'elle puisse, on dit s'entraîner aux entretiens, c'est valable pour les entretiens avec son psychiatre, hein. Soit l'outiller, soit pouvoir agir directement aussi. Le rôle des job coach aussi, c'est de coordonner tout le monde. Donc. Bernard, nous avons des questions en webinaire, je crois. Oui, déjà deux questions. Une première, une légère question de sémantique. Bonjour, pourquoi avez-vous choisi oui, ça marche mieux comme ça. Pourquoi avoir choisi le terme de réhabilitation que celui de rétablissement? Alors, pour une manière très simple, moi je ne parle que de réhabilitation psychosociale parce que pour moi la réhabilitation psychosociale est la boîte à outils qu'on propose aux gens.
pour qu'ils puissent mener leur projet à bien. Le rétablissement, c'est l'affaire de gens concernés, pour lequel la définition est propre à chacun. C'est pour ça que l'un va pas sans l'autre, mais on fait de la réhabilitation au service du rétablissement personnel des personnes. Mais je ne me permets pas de parler de rétablissement n'étant pas concerné par une maladie psychique. Une autre question ? C'est très clair. Une autre question qui vient de nous arriver. J'ai oublié de dire que les commentaires en général sont extrêmement positifs sur toute votre prestation et tout le monde vous remercie beaucoup sur tout ce qui a été dit. Bonjour, ça m'intéresse. Comment fait-on pour avoir un job coach quand on est en reconversion professionnelle, en milieu de reconversion? Alors, je tentais de dire, ça va dépendre un peu de l'offre que vous pouvez avoir du coup sur le secteur duquel vous dépendez. En tout cas, si je raisonne sur les services sur lesquels on est sur Montpellier, l'accès à l'accompagnement au job coaching, il est complètement libre. Il peut se faire via une demande directe de la personne. Il peut faire un adressage d'une équipe médicale, de partenaires. On travaille beaucoup avec France Travail, Cap Emploi, les missions locales. Donc c'est un adressage très libre. Donc après, c'est voir après au sein des centres de proximité, des centres de réhabilitation. Vous avez aussi beaucoup de milieux associatifs ou médico-sociaux qui peuvent avoir des job coachs. C'est des métiers qui se développent de plus en plus. Voilà, qui ne s'appellent pas. Alors après, ça va dépendre. Si vous prenez, vous pouvez avoir des services de l'emploi accompagné, par exemple, où ce sont des job coachs qui vont accompagner sur. Alors non, c'est pas France Travail, ça. Ça, l'emploi accompagné, c'est un autre service mis en place par la GFIP, entre autres. Non. Vraiment, la notion de job coach, c'est d'appliquer la méthode de job coaching dont je vous ai parlé. Après, il y a des centres ou des associations qui vont faire de l'accompagnement vers l'emploi sans forcément être systématiquement sur du job coaching. Oui. C'est pour ça que je me suis permise de préciser sur le secteur de Montpellier. Tout le monde dit... Enfin, il faut passer par le psychiatre. Bon, très bien, puisque de toute façon, c'est aussi relation patient-psychiatre. Mais après, il y a presque... Enfin, ils disent tous qu'il y a 6 mois d'attente. Il y a 4 ou 5 plateformes qui font ça sur Paris. Enfin, nous, on est en plein dedans, donc... bon, mais ça avance, je suis d'accord. Et j'ai eu la plateforme gouvernementale au téléphone. Je ne me rappelle plus des sommes qui, maintenant, ont été allouées à ce genre d'accompagnement, mais ça a triplé. Enfin, donc, vraiment, il faut essayer de diffuser ça. Et j'espère qu'en effet, ils vont former des job coachs. Oui, ouais. Mais bon, à Paris, c'est aussi un petit chemin, pas un chemin de croix, mais enfin, c'est bon. Et il parle de 6 mois d'attente. Mais bon, peut-être que ça va plus vite. C'est quasiment partout pareil. Ah, chez vous aussi alors? Alors, pas dans notre unité à nous, mais nous, on n'est pas... Voilà. Nous, il n'y a pas d'attente sur notre structure. Et le patient peut taper à votre porte comme ça? Quand il veut, ouais. Mais c'est des choix. Mais c'est vrai que là, peut-être pour défocaliser sur le non-job coach, les conseils qu'on peut donner quand quelqu'un s'adresse à un dispositif quel qu'il soit, de retour à l'emploi, c'est avoir cette idée. Les dispositifs ont tendance à toujours éloigner la temporalité de la personne et à vouloir y mettre des étapes d'évaluation, etc., etc. Je pense que il y a un moment précis où il faut pouvoir bien dire aux gens, alors autant qu'on peut, écoutez, je suis arrivé avec un projet précis, réfléchi en amont, soit tout seul, soit avec ma famille, soit avec d'autres gens. Donc là, vous me proposez d'aller réfléchir sur un dispositif lambda à mon projet. Ce n'est pas le sujet en fait. Moi, j'ai déjà réfléchi. J'ai pas besoin qu'on évalue ma compétence. Je veux déjà faire ça. Déjà d'avoir, je pense que les gens se permettent pas assez ce niveau d'exigence quand ils ont quelqu'un en face d'eux. Et il faut bien se rendre compte que quelqu'un de France Travail ou anciennement Cap Emploi ou un référent handicap pas très formé au handicap psychique, il va se dire que ok, faut évaluer la capacité à faire. Voilà. Après, vous avez très bien dit, les financements de l'emploi accompagné, il y en a de plus en plus, mais l'emploi accompagné, il faut une prescription. Effectivement, il y a une temporalité qui est pas optimale, clairement, oui, au vu de la demande des gens. Je vous interromps, mais je crois que là maintenant sur la région parisienne, c'est aux plateformes de l'emploi accompagné de faire comme vous, c'est-à-dire les ailes déployées, regain, d'être aussi un peu plus dans la temporalité du patient. Ah, je suis d'accord. Mais bon, ça va venir, ça va venir. On entend beaucoup parler de ce qui se fait à Montpellier, j'espère que ça va venir en région parisienne. Merci.
Merci beaucoup. Je crois qu'on peut applaudir nos deux Merci intervenants qui nous ont beaucoup apporté. Merci infiniment. Santé mentale au travail, nouveau paradigme, recommandations de l'Organisation mondiale de la santé et perspectives. C'est le sujet que va traiter maintenant Madame Déborah Seban, qui est psychiatre et qui est directrice du centre collaborateur de l'Organisation mondiale de la santé et qui travaille à Lille. Je vous en prie, madame. Merci beaucoup. Je vous remercie très sincèrement pour l'invitation à intervenir sur ce sujet. Alors effectivement, nouveau paradigme, recommandations et perspectives. L'idée, ça va être de vous communiquer, de vous donner quelques repères sur ce que l'OMS appelle être des recommandations. On en parlait un petit peu à la pause avec Philippe. Probablement qu'il faut un peu de cet ensemble, à la fois d'exemples très pratico-pratiques, le déploiement de modalités très ancrées sur le terrain et aussi quelques repères pour avoir une ligne conductrice de ce qui est possible de projeter quand on pense santé mentale au travail. Et je vais essayer de vous expliquer un petit peu tout ça. Je déclare que je n'ai aucun conflit d'intérêt pour cette présentation. Ensuite, je voulais commencer simplement par vous dire quel est l'endroit d'où je parle, parce que je me doute bien que vous ne connaissez pas le centre collaborateur de l'OMS, mais c'est important que je vous en dise un mot, parce que la façon dont se positionne l'OMS, la façon dont est défini le rétablissement, on a commencé à en parler. L'usage des mots, savoir comment le travail était perçu aussi par l'OMS. On a commencé à en esquisser un peu les contours sur ce qui était de l'ordre de l'identité sociale, eh bien, à une posture un peu particulière du point de vue de l'OMS. Et du coup, je voulais un peu vous exprimer ce que faisait le centre collaborateur. On est situé à Lille, on est un service du secteur public hospitalier, donc on est rattaché à l'établissement public de santé mentale de Lille Métropole. Et pour vous donner une idée, l'OMS a une politique internationale de santé mentale et s'appuie sur ses centres collaborateurs, donc ils sont près de 800 dans le monde, un peu moins d'une cinquantaine dans le champ de la santé mentale, pour déployer sa politique internationale de santé mentale. Et donc il y a un centre collaborateur qui est situé en France, qui se base à Lille, et qui exerce maintenant depuis, on va dire, un peu moins d'une trentaine d'années. Donc on est désigné tous les 4 ans par l'OMS sur la base d'un programme pluriannuel. Et on a l'équivalent d'un fil rouge pour le déploiement de l'ensemble de nos actions et de nos programmes, qui sont des valeurs qu'on appelle socles, qui ont été validées par une équipe pluriprofessionnelle, pluridisciplinaire qui compose notre équipe, et dont font partie les personnes directement concernées qui vivent avec un trouble psychique et les aidants. Et je le précise car c'est aussi une notion fondamentale que de pouvoir travailler l'ensemble de ces questions avec les personnes directement concernées. Et la question se pose aussi pour les travailleurs. Vous verrez que c'est une recommandation forte de l'OMS d'arriver à penser la suite aussi avec les personnes qui peuvent en dire quelque chose, qui vivent avec un trouble psychique et qui s'expriment aussi en tant qu'experts d'expérience. Donc je vous ai mis très rapidement, je ne vais pas m'attacher forcément à tout lire, mais voilà, vous pouvez appuyer votre regard sur ce qui est écrit en gras, pour vous dire un peu quelles sont les valeurs qui sont celles du centre, mais qui sont éminemment celles de l'OMS. Donc l'implication de tous les citoyens, toutes les citoyennes à faire de la santé mentale, à faire de toutes et tous. L'affirmation des droits et de la pleine citoyenneté sont deux notions sur lesquelles je vais insister. On parlait d'identité sociale, j'aborderai la notion de citoyenneté qui est intimement liée à celle de rétablissement. Parce que bien vivre, alors que ce soit sous la nomenclature anglo-saxonne ou la nomenclature plus latine, de savoir est-ce que je suis en accord avec moi-même ou est-ce que je suis en accord avec le monde qui m'entoure, il y a quand même un principe fondateur qui est celui de se sentir éligible en tant que citoyen au même rang, en tant que co-citoyen à un niveau d'égalité avec les autres et qui est absolument majeur et qui répond à un texte de la Convention internationale de l'ONU relative aux droits des personnes handicapées. Par ailleurs, texte qui a été ratifié par la France en 2010, mais que nous connaissons que trop peu, y compris dans le monde du travail. Ensuite, autre valeur forte, la lutte contre la stigmatisation et la discrimination. Comment dire, la lutte contre la stigmatisation et la discrimination, thématique ancestrale de la psychiatrie et de la santé mentale. On l'a également évoqué, j'ai été très sincèrement touchée par les témoignages que j'ai entendus ce matin. Il était question d'être rétabli
au sens large, avec la prise en charge globale, holistique de la personne, de l'efficacité du traitement, mais il y a quelque chose que tout le monde a énoncé, c'était le stigma, la stigmatisation et la discrimination. Donc comment je me sens dans mon environnement, comment je suis perçue, de quelle manière j'ai le droit d'être éligible à la même situation que les autres. Et effectivement, ça c'est quelque chose qui est énormément repris dans les recommandations de l'OMS. La lutte contre la stigmatisation est quelque chose qui va façonner aussi la façon dont une personne va bien se vivre au travail. Et donc c'est absolument majeur, c'est une valeur socle qu'il ne faut bien évidemment jamais oublier. Ensuite, autre valeur, eh bien, c'est la promotion des services de santé mentale intégrés dans la cité. Je ne vais pas détailler ici aujourd'hui parce que ce n'est pas le thème. La participation effective des personnes usagères des services de santé mentale, des aidants et des proches. Et en filigrane de tout ça, en lame de fond, eh bien, il s'agit bien de la valorisation des savoirs expérientiels. Ça a été expliqué par les intervenants précédents. Pouvoir se mobiliser, pouvoir s'exprimer, pouvoir dire en tant que travailleur, expert d'expérience, exprimer à quel moment je pressens que le bon projet arrive au bon moment pour moi, eh bien, c'est en écho à la valorisation des savoirs d'expérience des personnes qui sont capables de s'exprimer et de construire leur propre projet de vie. Et il est maintenant absolument nécessaire et fondamental que la psychiatrie soit capable de l'entendre. On travaille également avec un réseau de partenaires et on s'appuie sur une fédération d'établissements en France, une trentaine aujourd'hui, qui nous permettent de déployer. À la fois, on reçoit la politique internationale de l'OMS et à la fois, on essaye de la déployer sur le territoire national en s'appuyant sur les établissements qui adhèrent à ce groupement, qui adhèrent à ces valeurs. Et fort heureusement, ils sont de plus en plus nombreux, c'est plutôt positif. Donc voilà le programme de l'OMS qui est confié à la France, au centre collaborateur de Lille. 4 termes de référence, les services de santé mentale intégrés dans la cité, c'est-à-dire celles qui se basent sur des pratiques professionnelles qui viennent en soutien du rétablissement des personnes. Ça a été évoqué un peu préalablement, mais je reviendrai dessus. Un deuxième axe de travail qui s'attache à déployer un programme relatif au respect des droits des personnes dans les services de santé mentale. Un troisième axe de travail relatif à la participation et à la professionnalisation des personnes. Donc il s'agit dans cet axe de travail-là également de la pérédance en santé mentale. Je n'ai pas eu la chance d'entendre Franck Bellivier ce matin, mais je sais que ça a été évoqué. C'est également un point majeur de la façon dont on peut projeter les perspectives sur l'évolution du monde du travail et la promotion de la santé mentale dans le champ du travail et de l'entreprise. Et un quatrième terme de référence relatif au déploiement du numérique en santé mentale, mais c'est un peu à part. Simplement pour se donner quelques repères, avant que j'aborde les recommandations sur le travail et la santé mentale telles que l'envisage l'OMS, l'Observatoire international du travail et l'OCDE, mais je reviendrai dessus. Un petit point de définition ou de non-définition sur ce que l'on appelle le rétablissement. Une révolution des pratiques de soins et un accompagnement soutenu dans le rétablissement. J'ai mis le R entre parenthèses parce qu'au final, je crois qu'on parle beaucoup de changement de paradigme, on attendait à une évolution paradigmatique. Je crois que, Nicolas, tu le redisais, c'est quelque chose qui change progressivement, mais c'est loin d'être encore la pensée globale partagée par les acteurs les professionnels du champ de la santé mentale. Je crois qu'on parle plus d'évolution, et en fait, il s'agit plus d'une évolution incrémentale, très progressive, plutôt qu'une révolution paradigmatique. Alors, c'est pas pour je reste très optimiste face à cette temporalité, mais c'est juste pour toujours un peu modérer cette expression de révolution paradigmatique qui tendra à voir que du coup, d'ici 6 mois, 1 an, à court terme, on aurait des solutions très rapides et ce n'est pas le cas. Mais effectivement, ça bouge, mais moi je parle plus maintenant d'évolution incrémentale. Simplement pour se redire ce que ça veut dire les pratiques orientées rétablissement, de quoi on part et vers quoi on essaye d'aller. Avant, c'est à gauche, et ce vers quoi on essaye d'aller, c'est plutôt à droite, et ça fait un écho assez fort à ce qui a été exprimé auparavant. Avant, on avait tendance à se positionner en posture de pouvoir sur la personne. L'idée est plutôt d'aller réveiller le pouvoir de la personne. On avait plutôt des soins et des accompagnements plutôt orientés vers le contrôle. On essaye d'avoir maintenant des accompagnements plutôt orientés vers les choix, une information claire qui permette à la personne de faire un choix éclairé, qu'elle pense être bon pour elle au moment où elle l'énonce. Un accompagnement préalablement plutôt basé sur les risques et sur la peur, qu'on essaye de faire tendre maintenant sur des accompagnements basés sur les espoirs et les souhaits de la personne. Il s'agissait plutôt de demander auparavant à l'individu de s'adapter. Je pense que vous avez
probablement des expériences personnelles de cette notion-là. Et bien l'idée, c'est de tendre aussi vers le fait que ce soit maintenant les services et les professionnels qui s'adaptent aux besoins de la personne. Et le dernier point est majeur aussi. On avait tendance auparavant, c'est encore un peu le cas dans quelques endroits, à énormément regarder les incapacités. Et là encore, je fais écho à la présentation précédente. Qu'est-ce que vous ne savez pas faire? Donc on va trier pour le moment, ça, pas pour le moment, ça, pas pour le moment, ça non plus. On va plutôt essayer de renverser cette notion-là et au contraire d'augmenter les capacités, de s'appuyer sur les capacités et de participer à la recherche d'un nouveau sens à sa vie. Et effectivement, c'est là où le décalage entre est-ce que j'ai un projet de soins, est-ce que le professionnel de la psychiatrie, le professionnel de la santé mentale propose un projet de soins ou est-ce qu'il accompagne un projet de vie? Probablement qu'il fait un peu les deux. L'idée, c'est de proposer des soins dans le cadre d'un soutien à un projet de vie. Et ça, c'est absolument majeur. C'est une slide que je reprends de Marianne Farkas, qui est psychologue à l'Université de Boston. Concernant les domaines d'application, je ne vais pas tout reprendre, j'en ai mis 5 en gras, puisque parler du rétablissement, c'est avoir des domaines d'application d'un point de vue pratique. Donc effectivement, dans le cadre du soin, on parle du rétablissement. La réhabilitation psychosociale, c'est une boîte à outils au sein de laquelle on peut aussi parler de remédiation cognitive. Alors il est vrai que c'est un peu complexe, on commence à multiplier un peu les notions, mais bon, il est vrai qu'il faut quand même garder en tête que le rétablissement, c'est un processus individuel qui appartient à la personne. C'est pour ça qu'il n'y a pas de définition unique de ce que ça peut recouvrir. Les notions d'autodétermination, les notions de personnes que l'on nomme usagers, parce que ça recouvre la notion de droit, c'est ça que ça dit, hein, quand on utilise la sémantique usager, et la notion de citoyen, dans le sens où on est égaux, on est tous égaux, on est tous éligibles aux mêmes droits, que l'on vive ou pas avec un trouble psychique est absolument majeur. On s'appuie non plus sur les déficits, mais sur les possibilités des personnes, et l'entourage, les aidants, les proches, ne sont plus exclus du soin, mais ils doivent être considérés comme des partenaires des soins. Et donc, on a une série de concepts intimement liés. La notion de rétablissement est liée à la notion de pouvoir d'agir, que vous avez probablement entendu sous le nom d'empowerment, d'encapacitation, de citoyenneté, de pair aidance, de participation des personnes directement concernées et de mobilisation des savoirs expérientiels. Tout ça est lié. Parce que si je parle de rétablissement, je suis capable d'entendre ce que la personne a à dire. Si je suis capable d'entendre ce que la personne a à dire, ça veut dire que je mobilise des canaux de communication où je lui laisse la possibilité de pouvoir s'exprimer. Donc j'entends, je valorise, je diffuse les savoirs issus de l'expérience auprès des personnes expertes d'expérience. Et tout ça réhorizontalise les rapports de pouvoir et les rapports de savoir. Et c'est également des notions extrêmement fortes qui sont mobilisées par l'Organisation mondiale de la santé quand on parle de rétablissement. Donc j'insiste pour parler et de rétablissement et de citoyenneté, qui est un mot absolument majeur. Et donc je me permets cette slide-là, que j'avais déjà diffusée une première fois, mais que je rediffuse pour dire ce que le rétablissement n'est pas. On ne peut pas définir ce que c'est. Il y a eu des définitions, hein, je vous rassure, qui ont été multiples, qui ont été données. Une première en 93 par Anthony. Mais on sait aussi ce que ce n'est pas. Donc ce n'est pas un nouveau paradigme, pour la raison que j'évoquais préalablement. Ce n'est pas le retour de l'antipsychiatrie. Je suis désolée, je le dis de manière un petit peu provocatrice, mais c'est des choses qu'on a entendues. On en a aussi parlé avec Nicolas. Parler de la réhorizontalisation des rapports de pouvoir, des rapports de savoir, ouvrir la porte des projets avant la porte du soin, ça a été comme ça que ça a été perçu. Pour des gens aussi ignorants de l'histoire du mot, mais je me permets de le redire. Ce n'est pas non plus une idéologie, parce qu'à ce compte-là, si il est une idéologie de penser des pratiques orientées rétablissement, il est une idéologie de penser des pratiques qui ne sont pas orientées rétablissement. Ce n'est pas un projet de soin, ce n'est pas la guérison, ce n'est pas l'absence de symptômes, ce n'est pas l'absence de handicap, ce n'est pas la capacité ou l'obligation à vivre ou travailler comme tout le monde. Et là, je fais écho aussi à la présentation de Philippe ce matin, qui expliquait qu'il faut, à mon avis, assumer l'ambiguïté de la question qui lie la santé mentale au travail, parce qu'il n'y a pas de réponse unique par rapport à ça. Ce n'est pas non plus ce que les praticiens font pour les personnes, jamais, puisqu'il s'agit de processus individuels, et il ne s'agit pas non plus d'un modèle théorique, ça a été redit par l'OMS.
Et je réinsiste, vous allez me dire, elle a répété la notion de citoyenneté, mais j'insiste fort, fort là-dessus. Le principe directeur, si je ne donne pas de définition de ce qu'est le rétablissement, j'en donne son ingrédient principal, que je cite comme la pleine citoyenneté, comme étant un principe directeur. Je me répète un peu. Le principe actif du rétablissement est non seulement de maintenir les gens dans la communauté, mais surtout de faire en sorte qu'ils soient de la communauté et y vivent comme tout le monde. Or, le fait d'être de la communauté implique le développement de relations de réciprocité entre concitoyens égaux. Et c'est aussi ça qui fonde l'identité d'une personne par rapport au monde du travail. Est-ce que je suis éligible au même droit? Est-ce que je suis au même niveau? Quel va être le regard social porté sur? Concernant le rétablissement, pour donner des ressources, alors cette slide a un peu vieilli, fort heureusement, mais à l'époque, quand j'expliquais ce que ce n'était pas, j'étais obligée de donner l'ensemble, maintenant, cette littérature pléthorique qui explique ce que c'est, ses déclinaisons. Et donc, fort heureusement, il y a maintenant beaucoup de repères et de ressources pour bien comprendre ce que c'est ou ce que ce n'est pas. Concernant la santé mentale et le travail. Alors, effectivement, il n'y a pas, je ne vais pas avoir de propos qui vont faire un focus précis sur les troubles bipolaires. Les troubles bipolaires sont intégrés dans les troubles psychiques tels que l'OMS pense la santé mentale. Donc ça, je considère que l'ensemble des recommandations que je vais vous présenter là s'appliquent aux troubles psychiques globalement et aussi aux personnes qui vivent avec des troubles bipolaires. Donc quelques repères. Qui s'est prononcé sur quoi? Tout d'abord, l'OCDE, alors c'est pas du tout en 2022, c'est une erreur sur la slide, j'en suis désolée, c'est 2015. Il y a un premier rapport qui a été fait sur santé mentale et insertion professionnelle de la théorie à la pratique, un document assez dense que vous trouvez en accès libre sur Internet. Si vous tapez santé mentale et professionnelle, vous le trouverez. 150 pages à peu près, sur un état des lieux assez précis, fait sur une dizaine de pays, pour essayer de faire une synthèse de l'ensemble des recommandations de ce qu'il faudrait mettre en place pour penser la santé mentale et l'insertion professionnelle. Malheureusement, la France n'y est pas. Je vous le dis, j'ai vérifié. J'ai voulu vérifier les recommandations de l'OCDE. On n'y a pas accès, probablement parce que le schéma de réponse des ministères ou des gouvernements n'a pas fonctionné. Ça arrive parfois dans l'atlas de l'OMS. Les recommandations telles qu'elles sont énoncées rejoignent en fait celles de l'Observatoire international du travail et celles de l'Organisation mondiale de la santé. Mais ça, c'est un premier document auquel on peut faire référence. Ensuite, à quel moment l'Organisation mondiale de la santé évoque cette thématique santé mentale et travail? C'est en 2017. Vous savez que le 10 octobre se tient chaque année la journée mondiale de la santé mentale. En 2017, le thème est consacré à la santé mentale sur le lieu du travail. Donc commencent à émerger les premières recommandations, les premières guidelines de ce qui peut penser, à être ce que l'on doit penser à faire sur le lieu du travail. Et là, je vais vous présenter du coup les recommandations qui sont issues de deux documents qui sont les plus récents. Donc les lignes directrices de l'OMS sur la santé mentale au travail, qui est un document qui est sorti en 2022, qui a été complété par un document qui n'est pas encore traduit en français, mais pour lequel j'ai essayé de faire une traduction, qui est du coup l'application pratique proposée par l'Observatoire international du travail des recommandations émises par l'Organisation mondiale de la santé. Parce que je ne sais pas quel est votre niveau de connaissance un peu des rapports qui sont proposés par l'OMS, sont souvent des documents un peu lourds, parfois très indigestes, mais qui ont quand même le mérite de penser des stratégies globales. Donc forcément, il faut les penser à un niveau transnational et mondial. Donc souvent, ce sont des grandes stratégies, des grands objectifs pour lesquels le déploiement des actions n'est pas toujours très précis. C'est le travail qu'a proposé de faire l'Observatoire international du travail. Simplement quelques chiffres, ça c'est une infographie, elle est en anglais mais je vais la traduire, de toute façon les chiffres ressortent d'eux-mêmes. C'est une infographie qui est présentée dans le rapport de l'Observatoire international du travail. Des chiffres d'ailleurs qu'on peut mettre à mon avis en regard de ceux qui ont été présentés ce matin, que ce soit sur l'enquête de Argos et de ceux qui ont été repris dans les méta-analyses présentées par Philippe ce matin, qui concordent. Donc 60% de la population mondiale est actuellement en emploi. C'est ce qui est en rouge, c'est le contexte. Concernant la prévalence,
300 millions de personnes qui vivent avec de l'anxiété, 280 millions de personnes qui vivent avec une dépression. Alors c'est vrai que là, il est fait le focus sur l'anxiété et la dépression, pas spécifiquement sur les troubles bipolaires, mais en contexte post-Covid, eu égard à l'augmentation de la prévalence des troubles anxieux et des troubles dépressifs, l'OIT a fait un focus là-dessus. Et ce qui est intéressant, c'est le chiffre en dessous, qui est de dire que sur la population adulte en âge de travailler, 15% des personnes vivent ou ont vécu avec un trouble de santé mentale. Donc c'est très important. Et l'OMS et l'OIT continuent de s'étonner, et je vais faire un écho à la notion de la lutte contre la stigmatisation qui est majeure, que malgré le fait que les prévalences soient très importantes et augmentent, et continuent d'augmenter même post-Covid, le tabou relatif aux troubles de santé mentale reste absolument majeur, y compris sur le lieu de travail. La troisième colonne en bleu, je l'énonce parce que c'est dans le rapport de l'OIT, c'est dans le rapport de l'OMS, c'est également une considération de l'OCDE, mais je me permets de l'aborder avec un certain point de vigilance et une certaine critique également, c'est l'impact. Parce qu'on en a assez peu parlé ce matin, mais il y a la question de la productivité qui est soulevée quand on parle de santé mentale et travail. Et là, c'est délicat. Parce que si on reprend la définition de la santé par l'OMS dans la Constitution de 1946, alors dans une période de l'histoire, on pouvait imaginer que la présence au travail et la productivité permettaient d'être en bonne santé, était un marqueur social de bien-être. Ça a beaucoup bougé, surtout dans les sociétés que l'on connaît aujourd'hui, et le lien que l'on entretient avec le travail et la productivité de l'individu sur son lieu de travail. Cependant, je vous le dis, parce que quand les organisations internationales pensent santé mentale et travail, elles pensent argent et productivité. Et il faut se le dire aussi. Donc ça ne veut pas dire que nous, on digère les textes comme cela, mais il faut savoir que ça fait partie. Donc moi, les premières lectures que j'ai pu faire sur 50% des coûts, en fait, sont liés à la perte et sont liés au manque de productivité et aux coûts indirects liés au manque de productivité des individus. Faut le digérer. Ensuite, en nombre de jours de travail, 12 milliards de jours de travail perdus liés à la dépression et l'anxiété, et 1000 milliards de coûts qui sont liés à la perte économique liée à des personnes qui vivent avec des troubles psychiques comme l'anxiété et la dépression. Donc voilà, je l'énonce, ça fait partie de ce qui est remonté, mais voilà, je mets un point de vigilance à ça parce que considérant la définition de la santé des années 50 et considérant l'évolution des sociétés capitalistes d'aujourd'hui, je pense que c'est quelque chose auquel c'est un débat, c'est une question ouverte et voilà, je l'énonce tel quel. Ensuite, je voulais réinsister sur la notion d'équilibre à trouver, qui a été énoncée ce matin, entre protection de la santé mentale par le travail et risque pour la santé mentale au travail. Effectivement, quand ça fonctionne bien, le travail peut contribuer au rétablissement et à l'inclusion. Il donne un but, une confiance en soi, un sentiment d'accomplissement. Il permet d'avoir des relations positives et de faire partie d'une communauté. Il peut donc améliorer le fonctionnement social, et ça a été dit. Il définit éventuellement un cadre structurant, si tant est que ça convienne à la personne. Concernant les risques pour la santé mentale au travail, ça se résume sous une entité qui a été largement portée ces dernières années, que sont les risques psychosociaux. L'identification des risques psychosociaux, donc liés à la nature de l'emploi, aux horaires de travail, à la charge de travail, la rigidité du cadre professionnel, l'incompatibilité avec une vie personnelle et sociale, un manque de reconnaissance des compétences, un encadrement autoritaire, l'isolement professionnel. On a beaucoup parlé de ce qui pouvait se passer devant une machine à café, mais l'isolement, la discrimination, l'exclusion, l'insécurité de l'emploi, l'incompatibilité d'une exigence professionnelle et familiale, un salaire insuffisant. La liste n'est pas exhaustive, mais c'est pour vous donner une idée de ce à quoi on peut être vigilant si on veut correctement évaluer et essayer de faire diminuer, voire d'annuler les risques psychosociaux. Et donc des enjeux très forts pour les personnes qui vivent avec des troubles de santé mentale. Si on s'en réfère à la Convention internationale des droits des personnes handicapées, comme je vous disais, qui a été ratifiée par la France en 2010, mais qui est encore bien trop méconnue, eh bien, se souvenir qu'il s'agit de promouvoir les droits des personnes qui vivent avec un handicap, y compris au travail. La Convention l'énonce telle quelle. Donc, toute personne, y compris celle qui vit avec des troubles de santé mentale, a le droit de participer pleinement et équitablement au monde du travail, mais elles sont le plus souvent exclues
de ce monde-là. Et lorsqu'elles sont en emploi, il y a un risque majeur d'être davantage victimes d'inégalités au travail, de préjugés et de difficultés de collaboration. Et les difficultés de collaboration, c'est quelque chose qui émane aussi de l'ensemble des témoignages qu'on peut être recueillis dans certains documents internationaux portés par l'OMS, et qui est très en lien avec la lutte contre la stigmatisation. Et j'insiste là-dessus parce que c'est une recommandation très forte de l'OMS sur le sujet. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail, vous allez voir, c'est illisible, mais je ne sais pas de quelle manière on pourra donner les supports. C'est simplement pour vous dire que ça, c'est une infographie qui est en français. Si vous voulez lire les recommandations de l'OMS, ça a été classé. Ils en ont énoncé 12. Donc là, ce n'est pas pour les lire, c'est juste pour vous donner les grands chapeaux. Recommandations concernant les interventions organisationnelles. Donc l'OMS dit qu'il faut agir au niveau de l'organisation, des organisations de travail. Il faut agir auprès du personnel d'encadrement. Il faut agir auprès des travailleurs directement. Et il ne faut pas oublier d'agir directement auprès des individus. Je ne vois pas la personne qui a parlé du sport ce matin, mais effectivement, dans les interventions qui peuvent être proposées auprès des individus, les entreprises, le monde du travail est invité à permettre la mise en place de ce qui est préconisé sur l'amélioration des compétences psychosociales, sur le fait d'avoir accès à des activités sportives, tout ce qui est recommandé en dehors du monde du travail, qui aujourd'hui, généralement, ne peut pas être appliqué sur le lieu de travail, mais qui est recommandé fortement par l'OMS. Et enfin, des recommandations propres au retour au travail après une absence associée à des troubles psychiques. Ça a été aussi dit très, très, très fort ce matin, sur la capacité de retour au travail progressif. Quelle progressivité je propose, quel cadre de travail je propose, comment j'articule les aides, les pensions, une quotité de travail compatible avec le maintien de l'ensemble. C'est une question fondamentale. Et enfin, les recommandations concernant l'obtention d'un emploi. C'est aussi majeur, c'est le fait de pouvoir proposer à la personne de pouvoir l'obtenir et de s'y maintenir. Ensuite, je vais terminer avec les modalités pratiques de déploiement. Donc, je vous donnais deux textes, hein. Le texte de l'OMS avec ces recommandations-là et le texte de l'Observatoire international du travail sur la déclinaison pratique, en 4 points. En 4 points que vous voyez énoncés ici, que je vais chacune décliner en 2-3 points pour essayer d'être succincte. Il est identifié que agir pour la santé mentale au travail, et je remercie Argos d'en avoir fait sa thématique, c'est une priorité numéro 1. Elle est très très en haut. Elle est listée dans les priorités absolument principales. Donc en 4 points, prévenir les risques psychosociaux, promouvoir la santé mentale au travail, aider les travailleurs qui vivent avec un trouble psychique à participer et à s'épanouir au travail. Donc on va parler des conditions de travail. Et enfin, créer un environnement propice au changement, parce qu'on pourrait se dire, très bien, tout ça, mais comment? Sur éviter les risques psychosociaux, qu'est-ce qu'on nous propose? Des interventions organisationnelles avec une évaluation des risques et des mises en place de modalités de travail souples ou de dispositifs adaptés. Donc vous allez voir, c'est toujours assez trivial. Mais après, quand on fait le bilan de ce qui est fait, de ce qui est proposé et surtout de ce qui est financé, parce que pour le coup, je veux bien aussi qu'on parle des financements qui sont dédiés à l'amélioration des conditions de travail et à la façon dont les entreprises peuvent se saisir, peuvent libérer des lignes budgétaires destinées à la question de la priorisation de la santé mentale au travail. C'est une question vraiment importante. Le deuxième point, il s'agit de promouvoir la santé mentale au travail. Donc ça rejoint les recommandations de l'OMS. Il s'agit du renforcement des aptitudes du personnel d'encadrement. C'est déjà proposé par certaines, ça commence à être appliqué en France, il faut que ça se déploie. Ça, c'est une recommandation qui est perçue comme forte, avec un degré de preuve élevé par l'OMS. Donc c'est former les cadres aux questions de santé mentale et sensibiliser les travailleurs, augmenter la littératie en santé mentale, éventuellement déployer la pérédance dans le monde du travail avec des salariés aidants que certains proposent. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont commencé à engager ce travail-là, qui semble être tout à fait probant. Ça a été repris dans une note de position de Cercle Vulnérabilité Société qui est très intéressante, qui a été écrite en 2023, qui vraiment fait un certain nombre de pages sur le déploiement de la pérédance dans le monde de l'entreprise et du travail, et c'est éminemment intéressant. Et ne pas oublier la mise en place des interventions destinées aux individus,
compétences psychosociales, activité physique soutenue, etc. Je le disais. L'idée, c'est quoi? C'est de penser des actions de promotion de la santé dans les lieux du travail. Ce qu'aujourd'hui, on fait assez peu, en fait. On considère que le lieu du travail n'est pas un lieu, un environnement qui est propice à ce changement-là. Mais c'est une priorité. Troisième point, soutenir le travailleur qui vit avec un trouble psychique. Des aménagements raisonnables, donc des horaires de travail souples. J'ai échangé, avant de venir discuter avec vous aujourd'hui, avec 2-3 personnes dont je voulais recueillir l'expérience. Tout le monde m'a parlé des aménagements déraisonnables, au retour d'un arrêt de travail, ou alors vraiment un scotome complet posé sur la capacité d'aménager les horaires de travail. Parce que c'est perçu comme moins de travail, ou c'est perçu comme un problème d'équité. Il y a vraiment cette culture de la santé mentale dans le monde du travail qui ne s'opère pas. Des programmes de retour au travail progressif, il y a quelques exemples dans certains pays, l'arrêt maladie partielle, le flex job au Danemark, un appui peut-être plus fort sur les médecines, les services de santé au travail et peut-être les psychologues du travail. Et enfin, toutes les initiatives d'aide et d'accompagnement à l'emploi que vous avez évoqué préalablement, avec aussi parfois des inadéquations entre les pensions, les quotités de temps de travail, comme ça a été évoqué ce matin par quelqu'un qui était concerné. L'environnement propice au changement, c'est tout ça. Donc c'est 10 mesures qui sont à destination cette fois-ci des pouvoirs publics, pour lesquels l'OMS et l'OIT nous disent, pour opérer ces changements-là, prenez au minimum soin de tout ça. Donc un leadership, pour avoir des politiques professionnelles qui suivent ces recommandations-là. Si ce n'est pas suivi par la direction, si ce n'est pas suivi par celui qui a le lead dans une entreprise, ça ne marchera pas. L'investissement financier, je suis désolée, j'insiste, mais ça a un coût. On a redit, c'est le directeur de l'ONU qui réexpliquait le delta qu'il y a entre le fait de vouloir prioriser la santé mentale au sens global et dans le monde du travail, et le budget des pays. Le pourcentage des sommes qui sont investies dans la santé mentale, c'est 2%. Alors oui, ça bouge, je suis bien d'accord, heureusement, ça bouge, mais pas assez. Le respect des droits, donc c'est une politique entrepreneuriale, professionnelle de non-discrimination, de repérage des attitudes négatives, une considération globale de la santé mentale, associer les travailleurs ayant une expérience concrète d'un trouble psychique aux décisions dans le monde de l'entreprise et dans le lieu du travail. Comment ça a été perçu, de quelle manière je peux donner à voir. Donc ça, c'est aussi comme ça que s'opère la paire aidance et les salariés aidants. Le respect des données probantes, c'est-à-dire qu'on le sait. Par exemple, on prenait l'exemple de l'activité physique, on le sait. Il y a des données probantes fortes là-dessus, sur le fait de pouvoir avoir des interventions multimodales, multidimensionnelles, de pouvoir aménager les horaires. Il continue d'y avoir une inadéquation entre on sait que ça c'est efficace, mais non, je ne le mets pas en place dans le lieu du travail. Et le respect des lois et des textes internationaux, j'en ai parlé déjà. Donc voilà, des applications et des perspectives, la liste n'est absolument pas exhaustive, que personne ne se méprenne sur qui est cité ou pas, c'était juste très global, pour dire que oui, des formations se déroulent, des partenariats se montent entre le secteur sanitaire, le secteur social, le secteur du monde du travail. Des dispositifs d'accompagnement et d'insertion par l'emploi proposés par le gouvernement se lancent aussi. J'ai juste regardé dans les conseils locaux de santé mentale, qui sont des dispositifs de démocratie sanitaire qui sont portés par le CCOMS, dans quelle mesure la thématique santé mentale et travail était une préoccupation pour, par exemple, les acteurs de la ville, les élus, pour prendre soin, pour développer des actions de promotion auprès des habitants et des citoyens. Effectivement, c'est assez peu. Sur la thématique santé mentale et travail, 14% des CLSM travaillent sur l'insertion, 9% des CLSM dans notre état des lieux de l'année dernière proposaient des réflexions relatives à santé mentale et travail. Donc probablement qu'il faut arriver à cranter encore un peu plus la priorisation de cette thématique-là. Et enfin, le déploiement de la paire aidance perçu dans le milieu de l'entreprise comme innovation managériale. Et c'est ma dernière slide. Je suis désolée, vous ne la verrez pas. Il y a une année dernière, simplement pour pas... je suis désolée. C'est tout à la fin. C'est la dernière. Alors juste l'avant-dernière, excusez-moi, c'est vraiment la toute dernière. Non plus? Si? Ah, voilà. Simplement pour dire que beaucoup de recommandations, mais beaucoup de progrès encore à faire sur le terrain. Et je me permets de le dire aussi dans les suites des échanges que j'ai pu avoir avec les personnes qui en ont fait l'expérience, qui m'ont dit à quel point les recommandations, oui, mais entre la théorie et la pratique, c'était encore
éminemment douloureux. Donc voilà, je pense qu'il faut continuer d'être ambitieux, il faut continuer de demander un investissement majeur, financier, de budget dédié à la santé mentale, à sa priorisation, y compris dans le monde du travail, s'autoriser à penser, avec une certaine vigilance, les ambiguïtés du travail vis-à-vis de la santé mentale. Je me permets de le redire, là sur un propos un peu conclusif, mais entre les injonctions politiques, les gouvernances entrepreneuriales, effectivement, la notion de productivité, de coût, à l'échelle de l'individu, je pense que doit primer vraiment ce que l'individu pense être bon pour lui, en dehors de ce que la société peut demander à l'individu. Développer des relations de proximité, développer des actions de solidarité, qui sont les valeurs socles du rétablissement et de l'OMS. Et bien évidemment, je termine sur la stigmatisation, parce que j'ai commencé par la stigmatisation et que ça me semble majeur. Commencer ou poursuivre l'évolution des postures professionnelles et la correction des fausses connaissances trop stigmatisantes et souvent trop discriminantes. Et c'est vraiment ma dernière slide. Merci beaucoup. Bravo de vous être fait comprendre avec un débit particulièrement alerte. Je pense que si c'était M. Balladur à votre place, ça aurait duré 2h15. Est-ce que quelqu'un veut poser une question? Je vous en prie. Voilà. J'aimerais avoir votre avis, notamment les nouvelles modalités du travail, le télétravail, qui pour moi est peut-être un facteur. J'aimerais bien avoir votre avis, parce que pas assez de recul bien évidemment, mais savoir est-ce qu'aujourd'hui on ne peut pas parler de risque par rapport à la santé mentale, l'entreprise, les salariés. On veut développer de plus en plus de télétravail, mais on ne sait pas manager à distance. La santé mentale, j'aurais bien aimé avoir votre avis, même si on sait que c'est encore loin, on est encore loin du sujet, mais qu'est-ce que vous entendez par des... Il peut y avoir des risques aujourd'hui d'exacerbation de ce qu'on entend parler par rapport à la santé mentale? Donc, votre question se situe sur le télétravail, hein, c'est bien ça? Ouais. Tout à fait, c'est le télétravail. Alors j'ai bien entendu les chiffres de ce matin où effectivement j'ai compris qu'au regard des résultats des répondants, le télétravail n'était pas une modalité de travail complètement satisfaisante pour tout le monde. 60... Ouais. Écoutez, je ne sais pas si c'est le télétravail en tant que tel. Ce que je perçois comme un risque, c'est les conséquences du télétravail. Donc, ce n'est pas tant le fait de se mettre à distance ou d'avoir un environnement propice, etc. Mais je trouve que le télétravail a accéléré la quantité de travail qui était demandée. Par exemple, le télétravail a empêché les temps de déplacement entre deux réunions. Quand on a une réunion en télétravail, qu'on est en télétravail et qu'on a une réunion de 10 à 11, on est OK pour en mettre une de 11 à 12. Et on est OK pour en mettre une de 12 à 13. Avant, quand on avait une réunion de 10 à 11 à un endroit, on ne pouvait pas faire celle d'après avant 11h30, avant le temps qu'on se déplace. Donc ce que je perçois aujourd'hui, que ce soit même à l'échelle de notre propre organisation de travail au centre collaborateur de l'OMS, parce qu'on a aussi engagé cette modification du travail, déjà c'est très personne dépendant. Je pense qu'il faut être flexible sur le télétravail. Il y a des personnes qui ont des environnements extrêmement propices à la qualité du travail dans un environnement personnel individuel et d'autres pas du tout. Donc je pense que le télétravail ne doit pas s'imposer. S'il est imposé à quelqu'un, je pense que c'est une catastrophe. Et je pense qu'il faut maintenant prendre soin de des conséquences néfastes du télétravail. Donc peut-être revenir à un rythme, pour le coup, c'est la vitesse. Je vais vous parler de mon débit, mais c'est de la vitesse à laquelle on travaille, les objectifs que l'on se fixe. Ce serait, par exemple, très raisonnable d'imaginer qu'on se cale minimum 30 minutes entre deux réunions, quand bien même on est en télétravail. Et voilà. Mais si on pense productivité, on va voir 30 minutes d'intervalle et va se caler une nouvelle production personnelle, un nouveau rendez-vous, etc. Donc c'est vrai qu'on a peu de recul, mais moi je m'attacherais davantage à ces conséquences-là en matière. Je trouve que tout augmente en vitesse et en quantité de travail. Et c'est à mon sens là où il y a un risque et où ça peut créer surmenage, charge mentale professionnelle trop forte, etc. Et pour tout le monde, bien sûr, bien sûr. Pas du tout spécifique aux personnes qui vivent avec des troubles psychiques. Là, je fais une réponse tout à fait globale, bien sûr. Bernard, est-ce que nous avons des questions à webinaire, s'il te plaît? Oui, absolument. On a eu plusieurs questions. On va être obligé
de choisir. On ne peut pas toutes vous les donner. Je commence par la première. Quel lien pourrait-on se faire entre les intervenants qui viennent de nous parler, mais également les coachs qui avaient précédé cette conférence, et les centres experts qui ont l'avantage d'être un réseau assez proche des gens? Vous avez choisi une question. Alors. Oui, on a choisi. Ouais. Alors, je choisis l'angle de la réponse, mais je vous remercie aussi de poser la question parce que je pense que c'est probablement illisible pour beaucoup de personnes aussi. Les centres experts, le réseau des centres experts, ils sont effectivement articulés. On sait qu'ils sont coordonnés. Ils sont filiarisés aussi, puisqu'ils fonctionnent par pathologie, et ils se positionnent en tant que soins de recours. Donc qui n'est pas la première porte par laquelle les personnes passent pour y avoir accès. Quand on parle de pratiques de soins orientés rétablissement, quand on considère l'organisation sectorielle de la psychiatrie en France, on est à un niveau de premier recours qui est également représenté par la médecine générale. Donc premier élément de réponse, les niveaux d'intervention des centres experts d'une part et des secteurs d'autre part, aujourd'hui ne se situent pas au même niveau et n'interviennent pas au même endroit dans le parcours de soins d'une personne. Dans la médiatisation récente qui a eu lieu sur le développement de la coordination des centres experts, il était noté un point fort dans la dernière tribune du Figaro, pour ne pas la citer, sur l'articulation nécessaire entre le secteur et les centres experts. Donc c'est une question en cours. Après, je pense que Nicolas Rintaud le disait tout à l'heure, il évoquait le fait de qui fait quoi. Est-ce qu'il est dans l'identité professionnelle de la psychiatrie de proposer des boîtes à outils de type réhabilitation psychosociale? Est-ce qu'il est dans l'identité professionnelle du psychiatre ou des acteurs du champ de la santé mentale de proposer des accompagnements sociaux, médico-sociaux, sanitaires, articulés? À ce jour, il me semble que du côté des centres experts, ce n'est pas encore tout à fait le cas. Du côté des secteurs, pour ceux qui ont engagé des pratiques en établissement, c'est tout à fait le cas. Donc pour l'articulation, je ne sais pas ce qui peut advenir. Je pense que tout le monde demande une articulation, mais probablement qu'on est encore, on doit mieux converger sur ce qui est de l'ordre de l'identité professionnelle d'un acteur du champ de la santé mentale. Est-ce qu'il y a encore une question encore plus simple? Deux questions, dont la première est plutôt un témoignage, donc ça va aller vite. Je vous le lis. Bonjour, j'ai travaillé plus de 25 ans dans une entreprise. Ma hiérarchie a découvert ma pathologie à cause de groupes de soutien auxquels j'allais pendant mes heures de travail avec son accord. Après cela, tout a été dévoilé. J'ai été discrédité auprès de mes collaborateurs. J'ai été responsable. Aujourd'hui, je suis en arrêt maladie. Je ne souhaite plus retourner, mais la perte financière risque d'être importante. Enfants, crédit, maison. Nous ne sommes pas soutenus et aidés dans les entreprises. Alors, je sais que beaucoup d'entre vous pensent effectivement ce genre de choses, mais voilà, c'était écrit et dit sur le webinaire, je voulais vous le lire. Madame Seban, vous voulez intervenir? Ah non, je vous écoute, j'entendais précieusement le commentaire. J'ai un dernier commentaire qui est un petit peu brutal, je vous préviens, mais il est rapide. Toutes les recommandations sont bien, mais en réalité, les entreprises se foutent complètement et ne mettent pas du tout en place d'aide ou s'ils le sont obligés, en profitent pour stigmatiser fortement la personne auprès des autres salariés qui n'en bénéficient pas. Je l'ai vécu. Là, je veux bien réagir, je m'inscris complètement dans le commentaire. C'est exactement ce que j'énonce et ce pourquoi j'insiste sur la stigmatisation, la discrimination, l'investissement financier à faire pour que les entreprises puissent se préoccuper correctement de la santé mentale sur le lieu de travail, et ce pourquoi aussi le changement sera opéré par le leadership.
C'est-à-dire qu'il faut des personnes qui soient convaincues et qui implémentent, qui permettent l'implémentation de ces recommandations-là. Mais je m'inscris, oui, complètement, je suis d'accord, malheureusement, je suis d'accord. Alors, une dernière question, Thibaut. Très rapide. Voilà. Très rapide. Un peu philosophique. Merci, Émilie. C'est bon. Très rapide. Comment stigmatise-t-on, nous, les entreprises qui stigmatisent? Parce que personnellement, moi, je me suis fait virer, je suis jeune, hein, mais je me suis fait virer 4 fois dans des boîtes, toujours pour le même topo, une fois qu'ils ont compris ou que je leur ai dit, voilà, que je leur ai parlé de ma maladie, je me suis fait virer en 1 jour pour manque de résultats. Voilà, donc comment stigmatise-t-on, nous, les entreprises qui stigmatisent, à qui on en parle et comment on dénonce ces enfoirés? Merci. Aïe, aïe, aïe. On n'a pas le temps. C'était juste pour répondre. Alors effectivement, je pense que il faut à la fois pouvoir les étiqueter. Je ne sais pas s'il faut les stigmatiser. Non, mais je sais que vous le dites dans ce sens-là aussi. Mais j'entends. Mais effectivement, il faut probablement que ça, c'est des réseaux très informels. Hein, pour avoir parlé avec des personnes qui ont effectivement eu des expériences catastrophiques avec certaines entreprises, l'idée, c'est qu'en fait, le mot se passe. Je ne sais pas de quelle manière. Peut-être qu'un jour, il y aura un label. Je ne sais pas. Est-ce qu'il y aurait un gouvernement qui arriverait à développer des labels? Mais même, ça se fait parfois, c'est proposé par certaines entreprises privées. Hein, il y en a certaines qui ont commencé à le faire. Après, l'idée, c'est surtout de pouvoir repérer celles qui sont effectivement défaillantes pour pouvoir leur proposer au contraire à elles l'accompagnement nécessaire pour faire différemment. C'est plutôt les repérer pour s'assurer que ça ne recommence pas. Donc c'est là-dessus qu'il faut mettre à mon avis toute la priorité sur les actions de formation, des encadrements et la mise en place du leadership pour la transformation des pratiques professionnelles. Bravo et merci Madame Seban, merci infiniment.